Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Est-il important aujourd'hui qu'il y ait des guerres na Rwanda? Est-ce qu'il faut pénaliser l'économie en Mboka-Nabiso? Et surtout, pourquoi le président de la République a du mal à s'exprimer par rapport à cette guerre? Et aussi, le président de la République a fait au moment où est-ce qu'ils allaient manquer de considération ou manque de savoir? De reparler en ce soir avec le ministre honoraire Emmanuel Ilunga, l'ancien ministre, il y a des Congolais et étrangers et aussi affaires foncières. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, Tolandi Bino, récemment à Kinshasa, il y a 72 heures, c'est des déclarations. Pourquoi oser parole aujourd'hui, au parler, à la place du président de la République, alors que le président lui-même ne dit rien sur cette guerre, aux gens qui passent dans le Congo à l'Est, pourquoi on s'est décidé aux parole à la place du président? Alors, tout d'abord, je vous remercie. Je remercie Yomingi, Naba, téléspectateurs, les gens qui nous écoutent. Alors, effectivement, j'ai décidé de faire un point de presse à Kinshasa par rapport à cette situation qui traverse mon pays. J'ai été il y a 6 mois dans l'Est. C'est très dur ce qui se passe là-bas. Même si certaines images ne sont pas diffusées, mais il y a trop de souffrances. Il fallait qu'à un moment donné que les Congolais se prennent en charge eux-mêmes pour que cette situation prenne fin. Bien entendu, le président de la République, je ne le dédouane pas, mais il fournit quand même des efforts. C'est vrai qu'il n'a pas parlé avec insistance sur cette question à son peuple. Mais il fournit des efforts diplomatiques qui, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, n'ont pas abouti. Diplomatie, sans parler à la population, sans expliquer à la population, sans passer par les parlements. Non, mais après, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des accords à signer, à ce moment-là, il peut soumettre au Parlement. Mais là, dans les discussions diplomatiques, dans les discussions des salons, il n'est pas obligé d'associer les peuples. Mais s'il y a des accords, oui. Dans ce moment de guerre, il faut associer les peuples pour que la décision soit collective. Pour éviter que des grosses déclarations qui ont trait à la sécurité nationale puissent être prises par une seule personne. Parce qu'il y a des institutions, il y a le Sénat, et puis il y a la chambre, disons, il y a la chambre haute, la chambre basse et la présidence. Mais le président ukrainien a fait sa déclaration. En France, tout le monde dit le président Macron fait les déclarations par rapport à la guerre. Ils ont la Ukraine, le Parlement français les a impliqués. Dans Congo, le Parlement n'est pas impliqué. Dans Rwanda, le Parlement est impliqué. Kagame a fait la déclaration. Et Museveni aussi fait des déclarations par rapport à ce qui se passe au Congo. Alors, nous avons un président. Je tiens juste à rappeler, en 2015, devant, je me rappelle très bien que Tozalaki, dans la conférence de presse, Nao Salaki, aux autres qui parlent, la place à Joseph Kabila aussi, manque de parole, et ça s'est répété aujourd'hui. Alors, pourquoi vous prenez la parole à la place là-bas? Vous sentez qu'il y a l'absence de gestion de l'État? Il faut dire les choses vraies, sans insulter personne. Il y a trop de faiblesses de notre côté. Il y a trop de faiblesses. Nous avons une armée très mobilisée. Nos militaires sont mobilisés. Mais ça ne suffit pas, la simple mobilisation. Il faut que ça soit accompagné par la logistique, avec tout ce qu'il y a derrière. L'aspect psychologique, c'est-à-dire les responsables de l'État doivent parler avec force et vigueur pour que les peuples comprennent que, effectivement, ce pays est commandé. Mais aujourd'hui, il y a un peu d'absence. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un peu d'absence dans ce sens-là et ça inquiète parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait, quelle sera notre position, quelle est la position du pays. Mais moi, j'ai des informations parce que je peux les avoir. Mais le Congolais ordinaire ne peut pas avoir les informations que moi je peux avoir. Le président fournit beaucoup d'efforts diplomatiques, énormément d'efforts. Il fournit énormément d'efforts. Il privilégie la paix. C'est pas mauvais. Il privilégie. Mais malheureusement, en face de lui, il y a quelqu'un qui ne veut pas la paix. En face de lui, il y a un voyou, il y a un terroriste. Donc, avec les terroristes, il faut choisir quel type de langage il faut avoir. Bon, à ce moment-là, il faut aller en guerre, parce qu'on ne négocie jamais avec un terroriste. Bon, maintenant, si c'est la dernière cartouche qui nous reste, oui, il faut aller en guerre. Si c'est la dernière cartouche, on ne peut pas ne pas l'utiliser. Parce que ne pas utiliser la dernière cartouche qui nous reste, c'est condamner à mort le pays.
Mais est-ce que le président Félix peut avoir le courage de Laurent Désiré Kabila? Parce que Laurent Kabila, à l'époque, je me rappelle très bien, avait demandé aux Rwandais de retourner chez eux. Ça n'a pas posé problème. Aucun peuple congolais avait touché aux Tutsis vivant au Congo. Oui, mais quand il y a eu une opération téléportée, où les Rwandais se sont invités eux-mêmes à Kinshasa, il y a eu justement une réplique automatique. On a vu à Kinshasa, le peuple s'est pris en charge et le peuple a réglé ses problèmes. Mouzé avait demandé à tous les Congolais de retourner chez eux. De retourner chez eux. Bien entendu, mais je pense que le président a son style de gouverner, a sa façon de gouverner, de voir les choses, qui peut ne pas plaire. Mais ce que le peuple demande, c'est l'efficacité. Et puis ça, c'est pas à moi aujourd'hui de parler au nom de tous les Congolais, de dire le style du président de la République est très efficace, voici les résultats. Chacun en a mes consciences, constate et peut faire des constats. Mais moi, à ce stade, les démarches diplomatiques, je commence à être réservé. Au départ, j'ai toujours soutenu les démarches diplomatiques. Parce qu'il faut privilégier la paix, il faut privilégier les dialogues, les échanges. Il faut les privilégier jusqu'au bout. Mais on a en face de nous un terroriste. Il porte des armes, il porte des bombes, il va s'exploser. Est-ce qu'on doit condamner à mort notre pays? Est-ce qu'on doit rester comme ça à mort fait passif? Alors qu'en face, les M23 n'existent pas. C'est l'armée rwandaise, c'est pas les M23. Et ça, tout le monde le sait. Parce que j'ai suivi le ministre de la Communication, toutes ces porte-paroles du président qui passent souvent aux médias pour parler des Rwandais et tout ça. Très souvent, ils disent que si on touchait aux Rwandais, on risque, le Rwanda s'en sert pour dire que non, les Congolais n'aiment pas des Tutsis. Est-ce que y a-t-il un problème entre les Congolais et les Tutsis? Oui. Paul Kagame, c'est un terroriste. Vous savez, ça c'est un faux prétexte. Tutsis ou pas, les gens s'en foutent. Ils se sont entretués chez eux. Nous, on n'a jamais commis des massacres au Rwanda. On n'a jamais vu aucun Congolais au Rwanda aller commettre des massacres ni en faveur de Tutsis ou des Hutus. Ils se sont entretués entre eux-mêmes. Donc nous, on n'est pas là, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé chez eux. Mais comme c'est un peuple qui n'assume pas son histoire, c'est ça la vérité. Les Rwandais n'assument pas leur histoire. Ils veulent faire porter les chapeaux de leur malheur aux Européens, au monde entier, alors que c'est leur problème interne. Hier, c'était les Tutsis qui en souffraient. Aujourd'hui, c'est les Tutsis qui commettent un génocide vis-à-vis des Hutus. Et qui commettent aussi un génocide qui tue au Congo. Donc, c'est leur tradition, c'est leur culture. Donc, chez nous, au Congo, nous enregistrons 10 millions de morts. Ces gens doivent rentrer chez eux, des gré ou des forces, que ça plaise ou non. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Est-il normal aujourd'hui qu'il y ait armée Afrique de l'Est et le Congo pour assumer la sécurité au moment où déjà, Bazalaki na Congo va commettre un meurtre dans le Canabiso? Je prends le cas de l'Ouganda, du Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda, Congo, mener la sécurité comme avant? Mais je ne pense pas que, à mon avis, parce que j'essaie de me renseigner très bien, c'était une proposition, n'est-ce pas, au sommet de l'EAC, ici, le président Kendeki, dans Kenya, ils ont une proposition, mais je ne pense pas que le président a dû signer un accord dans ce sens. Et l'Ouganda, oui, dans le Congo? Non, parce que l'Ouganda, c'est un pays hostile. A trahi les Congo. Mais bien sûr, c'est un pays hostile. Parce qu'ils sont déjà au Congo. Actuellement, à l'heure on parle d'Ouganda. Mais bien sûr, ils sont illégalement dans... Nous sommes en guerre, mon cher ami, nous sommes en guerre. Moi, je viens dans vos émissions souvent en costume cravate. Mais je ne peux pas être en costume cravate parce que nous sommes en deuil déjà. Et nous sommes en guerre. C'est sérieux. On n'est pas là en train d'observer un match de football. Non. Nos militaires meurent. Nos militaires sont en train de se battre. Ils dorment dehors. Ils se battent bec et ongle pour sauver la patrie. Mais le président, ça l'a fait. Le président, est-ce que c'est normal aujourd'hui? Je ne peux pas les juger. Vous savez, je ne suis pas à mesure de les juger. Mais vous êtes un politicien. Bien entendu. Moi, ma préoccupation, c'est réveiller la diaspora, l'organiser pour que nous puissions aider notre armée. Ça permettra de retrouver notre unité nationale et de défendre nos frontières, notre souveraineté. Les actes du chef de l'État, moi je ne peux pas les juger. Que nous soyons en guerre, que le président n'aille pas au front, qu'il aille au mariage comme vous venez de le dire. Moi personnellement,
ça m'importe peu. Mais ils ont sa non-responsabilité parce qu'au moment de guerre, je prends l'exemple de la première ministre britannique, Laura Covid, c'est là qui fait une primature, écoutez qui cher, c'est un gars démissionné. Alors, elle a été pénalisée, mais chez nous, on vit la guerre, mais le président a la fête. Vous savez, vous êtes que l'homme politique congolais, il faut aux oppositions quand même. Oui, mais bien sûr, mais moi, je ne peux pas aujourd'hui sur le plateau juger, dire que le président a mal fait ou il a bien fait. Moi, je parle d'une situation et jusque-là, on n'a pas de résultats. À chacun en âme et conscience. Vous savez, aujourd'hui, on n'est pas là pour en train de se boxer. Parce que en voulant se boxer entre nous, nous divisons. Or, à ce stade d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cette division. Nous n'avons pas besoin, nous avons besoin de l'unité. Toutes les petites querelles intestines qui existent, bien entendu, entre nous, nous pouvons régler ça demain. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver la colonne vertébrale. Nous ne sommes pas d'accord, nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, Banguna va continuer à Mboka Nabiso. Donc, une fois qu'on aura réglé le problème avec Banguna, tous les autres problèmes que vous posez, je pense que nous allons les résoudre immédiatement. Parce que c'est notre pays, c'est notre nation. Mais c'est Lunga, si le président de la République, Azoken l'a fait, le militaire n'a front, est-ce que le militaire a besoin de morale pour aller aussi gagner cette guerre? Et parce que aussi le président ne dit aucun mot, parce que si le chef de l'État ne dit rien, ça ne peut pas motiver les militaires au bazar à front, bazar bien équipé. Je suis d'accord avec toi, ou avec vous, je suis totalement d'accord, Nayo, parce que les troupes ont besoin d'un chef, ont besoin d'une force pour les galvaniser. Je ne pense pas que le président ne le fait pas. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je répète encore une fois, à ce stade, moi j'ai besoin que la diaspora comprenne que nos militaires qui sont tombés au front, par exemple, leurs enfants aujourd'hui risquent de ne plus aller à l'école parce qu'ils vont manquer des cahiers, ils vont manquer des stylos, ils vont manquer des vêtements. Leurs femmes aussi vont traverser des moments de grande souffrance parce que leurs maris sont tombés au front. Et donc là, la diaspora doit jouer son... Nous sommes 16 millions dehors. Et les équipements de notre armée, j'ai vu les Ukrainiens, ils se sont cotisés pour acheter des drones à leur armée. Ça coûte 5 millions. 5 millions pour l'ensemble des Congolais que nous sommes. Si chaque Congolais a âme et conscience, c'est même un devoir. Mettez ne serait-ce que 50 €. Nous allons acheter nous allons acheter des drones et des armes pour notre armée. Nous devons équiper notre armée. Je suis d'accord. Nous sommes encore sous embargo, vous savez. On ne peut pas vendre des armes à la RDC. Il faut également que nos compatriotes qui sont en diaspora poussent les Nations Unies à lever cette mesure. Parce que cette mesure nous fragilise. Mais si le pouvoir de Kinshasa, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date, si le pouvoir de Kinshasa exclut à chaque fois diaspora naïe, là, à ce moment-là, on ne peut plus collaborer. La diaspora n'est pas organisée. Vous savez, il y a un problème d'organisation. Il y a aussi un refus de Kinshasa. Il n'y a pas de refus. Il y a un problème d'organisation. Vous savez, tout le monde ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire « je suis leader » parce que j'ai la possibilité de parler au téléphone, d'envoyer dans les réseaux sociaux. Il faut une organisation. Vous savez, le Coran dit ceci. Moi, je ne suis pas religieux, mais j'essaie de jeter un coup d'œil de temps en temps dans les livres saints. Le Coran dit « dans une société où il n'y a pas un leader, c'est le diable qui devient le leader. » Ça veut dire que c'est les désordres qui prennent la commande. Là, je suis d'accord avec vous. Parce que la diaspora doit s'organiser. Et il faut qu'elle s'organise. Comment elle peut s'organiser? Parce qu'il y a nous avons travaillé beaucoup, que ce soit dans le passé, aujourd'hui, mais il y a souvent des querelles intestines parce que chacun a des ambitions personnelles et quelquefois démesurées. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Donc moi, je demande que nous soyons ne serait-ce qu'organisés, structurés autour de cette question de la guerre pour mettre fin à ça. Mettre fin à ça, je terminerai par là, c'est qu'on a besoin des moyens. Moi, j'ai été avec des militaires. J'étais au camp militaire à l'état-major militaire. Ils ont besoin des moyens, c'est-à-dire de l'argent. Il faut mettre les moyens à disposition pour que les familles de nos militaires se sentent soutenus. Parce que s'ils sont soutenus, eh ben, je pense que les militaires qui sont au front seront galvanisés.
seront galvanisés, mais moi je suis d'accord avec vous. Mais le président lui-même a dit que l'armée est basée belé, militaire. Alors lorsqu'on s'organise dans la diaspora, à qui envoyer cette argent? Il y a que des voleurs qui volent. Toujours que la diaspora elle-même, elle peut s'organiser à travers les moyens pour mettre une toute petite structure en place pour faire les suivis. Comme les ONG internationales le font. Ils ont 2-3 personnes sur le terrain qui font les suivis. Nous pouvons faire ça. Nous avons les moyens. Au moins pour une fois, montrons que nous pouvons être unis et capables de faire des choses pour étonner le monde. Ne restez pas passifs à critiquer, à constater, mais c'est largement insuffisant, les critiques et les constats. Le peu de moyens que on peut avoir individuellement, c'est largement insuffisant pour pouvoir aider la cause, elle est lourde. Voilà, on a la question parce que le président récemment, malgré tension entre RDC et la Rwanda, parce qu'il faut le dire aussi que le Congo aujourd'hui est incapable de gérer cette crise, la communauté européenne, Nations Unies, l'Union européenne sont venus pousser le président dans cet accord parce que le président dit qu'il y a M23, terroriste à M23, qu'il y a l'argent et je vais m'organiser pour vous. On a suivi, lorsqu'il y a Kenya devant tous les tout dans sa salle, avec la pression de la communauté internationale. Pourquoi le Congo aujourd'hui doit suivre la communauté internationale, alors que Bangouni est responsable de la guerre? Tout le monde au Congo, comment ils sont... Parce que cette guerre ici, c'est à la MONUSCO. Mais vous savez, aujourd'hui est toujours sous... Monsieur Mouzon, le respect pour un peuple dépend de sa qualité d'intelligence. Le respect pour un peuple dépend de sa qualité d'intelligence. Si aujourd'hui la communauté internationale se permet d'imposer des choses au Congo, alors que nous avons des gens en diaspora, plus de 16 millions de Congolais, qui observent et qui ne font rien, qui observent et qui ne disent rien. Vous comprenez? Et c'est comme ça que la communauté internationale arrive sur un terrain conquis. Si nous nous levons, nous disons non à ces genres d'accords. On met autour de la table des étrangers de l'armée rwandaise, des étrangers de l'armée ougandaise, qui vont discuter au Kenya, pour venir infiltrer notre armée. La preuve, c'est que le brassage différent que notre armée a fait dans le passé avec les différents gouvernements successifs a fait que notre armée était totalement infiltrée par des Rwandais, par des colonels rwandais, des généraux rwandais, qui aujourd'hui trahissent chaque jour le pays. Parce que chez nous au Congo, ceux qui se disent les Tutsis, mais ils ont toujours vécu en bonne intelligence chez nous. Pourquoi aujourd'hui ces problèmes s'élèvent? Parce que ces gens sont venus au Congo avec des intentions malveillantes. Et ils ont rencontré la résistance populaire. Aujourd'hui, si le Congo tient debout, c'est parce qu'il y a une résistance populaire. C'est pas parce que la politique, c'est les populaires. Mais revenons un peu, tout dans le Parlement, un député burundais avec un député Tutsi qui s'appelle Djoudjou Mwanga, ou qui va la carrière minière à l'Est. Mais ça, la crise, la guerre, pourquoi aujourd'hui, dans l'institution, il y a des terroristes dans le Parlement, mais pourquoi même l'armée très bali? Pourquoi l'État ne fait rien? La faiblesse de nos institutions, elle est caractérisée, elle est là. La faiblesse de nos institutions, parce qu'il n'y a pas de dirigeants qui sont audacieux. Il n'y a personne qui a le courage et l'audace de dire des choses et de le faire. Ils sont très peu audacieux. Même au sein du Parlement même. Pour la plupart, ce sont des lâches. Ça devient une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire, au Parlement, quand vous avez le président même du Parlement qui applaudit à tout vent, c'est très gênant, c'est très embêtant. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Ça nous humilie tous. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Alors lorsqu'il applaudit quoi? Il faut regarder. C'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse. Mais ça nous humilie. Je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Mais ceci étant, le plus important aujourd'hui, parce que les problèmes sont tellement nombreux, que si on commence à les énumérer ici, il faut 3, 4, 5, 6, 7 émissions. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et pour mettre fin à cette guerre, il n'y a que la mobilisation organisée. Mais la classe politique aussi n'est pas organisée pour mettre fin à cette guerre. Même le président Azaro invité l'opposant n'a été pour justement, mais si le président n'invite pas, déjà. Mais si le président n'invite pas, rien ne nous empêche à nous de nous organiser. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire?
Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là au service du président en train d'attendre que le président nous appelle pour aller dire, pour aller faire X, Y, Z. Non. Mais les gens se mobilisent pour leur pays. Vous avez vu les Ukrainiens, ils ont laissé leur travail ici. Parce que le président fait appel. Oui, il a fait appel. Le président ne fait pas appel, le président ne parle pas aux Congolais, il n'explique rien, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, mais nous-mêmes, nous pouvons. Rien n'empêche de nous organiser. Est-ce qu'il est pris en otage? Est-il pris en otage ou pas, notre président? Moi, je n'en sais rien. Je ne veux pas affirmer ici des choses dont je ne maîtrise pas. Au Congo même, il y a des résistants Maï-Maï qui sont au Congo. Combien de personnes en diaspora, combien de personnes les ont aidés? Nous, on les a aidés. Beaucoup même. On a envoyé des médicaments, on a envoyé de l'argent, des appareils photos, des images que vous voyez parfois dans les réseaux sociaux. C'est des appareils photos que nous, on a achetés sur fonds propres. On les a aidés. Et je vais faire une confidence. Il y a même quelqu'un de la diaspora que nous avons dépêché de la diaspora. Il est allé les voir en brousse à l'est de la RDC. C'est Rex Kazadi. Même si certaines personnes ne veulent pas reconnaître ses mérites. Mais en tout cas, pour une fois, il a quitté, il a laissé tout en Europe, il pouvait aller mourir là-bas. Mais c'est tout ça, il y a deux questions. Question, moi, dans une minute à réponse. Alors, pourquoi les chefs coutumiers? Est-ce que c'est important aujourd'hui que le chef coutumier va répondre aussi à un appel et à la guerre? Mais ce sont les chefs des terres. Ce sont les chefs des terres. Parce que chez nous, toutes nos terres sont occupées par les chefs coutumiers. Toutes nos terres sont tribalisées. Les terres appartiennent à des tribus. Les tribus ont leur chef. Moi, je suis congolais, j'ai mon chef coutumier. Vous, vous êtes congolais, vous avez un chef coutumier. Ces gens-là, les envahisseurs, qui sont venus chez nous, un, ils revendiquent des terres qui ne leur appartiennent pas. Et deux, ils viennent, ils ne font que massacrer. Et trois, ils font de la rébellion. C'est-à-dire, ils veulent s'imposer dans un pays. Ils disent, ou vous nous donnez les terres, ou on vous fait la guerre. Non, ça ne passera pas. Mais comme on dit en espagnol, non passera, ça ne passera pas. C'est toujours la faute du président. Il n'associe pas les pouvoirs ancestraux Nabisso, il n'associe rien du tout. Encore une fois, ça ne nous empêche pas de nous organiser. Le peu d'organisations qu'on a mis en place, on a déplacé des gens ici, on a envoyé du matériel et de l'argent à nos combattants Maï-Maï. On leur a soutenu pour qu'ils défendent, qu'ils appuient les FARDC de manière à ce que la patrie soit défendue. Donc ça ne nous empêche pas de nous organiser. On peut aider, parce que eux, ce sont des compatriotes congolais qui se rallient au FARDC et qui aident notre armée en leur donnant des informations. Ils sont prêts à le faire. Donc il faut que les Congolais s'impliquent. C'est votre pays. Au Salaki ministre des Affaires foncières, à l'époque, au Salaki commission Tshisekedi. Donc c'est les Batmanda, tout le monde qui commence à se passer. Et aujourd'hui, nous avons compris que l'État est en train de vendre encore, de répéter les bêtises d'hier. Alors, qu'est-ce que ça vous fait lorsque et qu'aujourd'hui, le président qui est censé de continuer avec cette commission au nom de son père, parce que son père le disait toujours, il faut rendre, Laurent Désiré Kabila l'a fait aussi, mais pourquoi aujourd'hui le président, qu'est-ce que ça vous fait lorsque le président laisse tout comme ça, que les gens se permettent de faire des choses qui ne sont pas, qui ne répondent pas à un slogan, il dépêche le peuple d'abord. Sur certains actes, je suis triste pour vous dire la vérité. Parce que c'est pour ça il fallait comparer. Quand j'étais aux affaires foncières, vous avez vu la bataille que j'ai pu mener pour rendre des biens à Mokia, X, Y, Z, plus de 40 ou 50 villages, je ne me rappelle même pas. Mais c'était un combat des titans. Parce qu'il fallait prendre ces biens dans les mains des puissants, c'est-à-dire certains généraux, colonels et certains ministres, y compris Premier ministre. Donc il fallait continuer ce travail, mais ce travail, il faut être audacieux. Parce que tous les Congolais ne sont pas forcément audacieux. Et il faut aimer sa patrie. Parce que c'est un ministère où, si vous n'êtes pas patriote, vous allez plonger dans la corruption et dans la lâcheté. Dans le côté de la corruption, parce que tout le monde aujourd'hui dans le Congo est corrompu. Alors, non, pas tous. Il y en a qui sont... Presque tous. Hein. Bon, moi je pense qu'il y en a qui ont gardé encore des valeurs. Moi, je touche le plateau. Je suis parmi les ministres qui est sorti les ministres les plus pauvres. Comment ça le plus pauvre? Pas volé ou bien pauvre? Pauvre parce que moi, comme je suis entré,
C'est de la même manière que je suis sorti. Je n'ai acheté ni maison, j'étais ministre aux Affaires foncières, je n'ai acheté ni maison, ni terrain, rien. Ça veut dire que dans les pauvres, il payé quand même. Non, pauvre dans le sens où je n'ai pas touché quelque chose qui appartient à X ou à Y, Z. Non, voler, caisse de l'État. Non, j'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas comment ça se fait. Voler l'État, c'est vendre les biens de l'État, c'est prendre de l'argent de l'État en millions. Donc, je ne sais pas faire ça. Pour peu qu'on m'a attaqué, moi, à la télé, parce que la rétrocession, on retourne 7 000 $ au cabinet du ministre, donc à mon cabinet. Généralement, tous les ans, il y a un petit groupe de gens qui ont l'habitude de prendre cet argent, c'est leur magouille. J'ai décidé d'affecter aux gens d'en bas, à ceux qui nettoient au ministère, aux policiers qui nous gardent, d'acheter les sacs de foufou, les sacs de riz pour leur distribuer. Et ça fait un tollé. Comme si on a détourné quelque chose, alors que c'est l'argent qui est destiné au cabinet et qui a été affecté aux gens d'en bas, aux gens qu'on écrase tous les jours. Justement, parce que je me rappelle, le directeur du cabinet au Matona à l'époque, qui était passé sur ce dossier, parce qu'il menaçait des morts, et aussi l'ancien ministre qui remplaçait son nom m'échappe, et sa famille, le cabinet n'est aussi babenganga pour me dire que non, M. Ilunga avait volé 7 000. Alors on s'est posé la question, pourquoi le ministre Ilunga a volé 7 000? Non, moi, 7 000 $, j'ai quand même, personnellement, j'ai des moyens, je suis chef d'entreprise, j'ai plus de 90 personnes qui travaillent, hein, plus de 90 personnes quand même. Donc, ça veut dire que, mensuellement, on a au-delà de ça. Non, il y a eu une rétrocession de 7 000 $ au cabinet. Ça s'est fait tout le temps. En fait, c'est une tradition qui s'est faite quand le ministère des Recettes, vous avez droit à 1% ou 0, quelque chose de pourcentage. Mais cet argent, d'habitude, le ministre que moi j'avais remplacé avait institué un petit groupe de ses frères, ce sont les membres de sa famille qui se servaient de cet argent. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai mis fin à ça. J'ai dit non. Il faut que les gens, ceux qui nettoient tous les jours, ils font 6 mois impayés, alors qu'il y a une rétrocession. Ils n'ont pas dit que j'ai volé, ils ont dit que j'ai détourné. Vous comprenez? Ils sont intelligents, ils sont malins. Ils ont utilisé des mots pour détourner, ça peut être déplacé d'un point A vers un point B. Voler, c'est-à-dire que vous avez mis dans votre poche. Ils n'ont pas dit que j'ai volé, ils ont dit que j'ai détourné. Moi, j'ai décidé de prendre cet argent. Donc, j'ai instruit, je n'ai même pas vu l'argent de mes yeux. J'ai instruit les sous-gestionnaires des crédits d'acheter des sacs de riz, des sacs de foufou et de donner à toutes les personnes d'en bas. Nos mamans qui nous nettoient nos bureaux, et les gens qui sont au courrier, ils travaillent beaucoup et ils ont fait 6 mois impayés. Alors j'avais décidé de les récompenser. Mais est-ce que depuis le ministère, vous avez quand même l'information au ministère, vous avez quand même suivi, voir l'évolution. Est-ce que le fictif ou accusaki va continuer toujours ou pas? Mais, vous savez, moi quand vous voulez vous amorcer des réformes, attendez-vous à une guerre. Quand vous voyez quelqu'un qu'on est en train de combattre par 10 000 personnes, faites attention de le condamner. Il faut regarder, bien souvent c'est lui qui a raison. Ma guerre, en fait, ce n'était même pas les 7 000 $ de rétrocession. C'était le fait que j'ai arraché le villa au Premier ministre, qui ne lui appartenait pas. Il a logé un de ses conseillers dedans. Je l'ai mis dehors pour rendre le bien à celui à qui ça appartenait. C'était mon chef en fonction. Donc figurez-vous, c'est une guerre là. Il n'y a pas que lui. Il y a d'autres qui sont mes aînés, dont je ne citerai pas les noms. Ils me disent, oublie mon numéro. Donc j'ai mené un combat lourd. Et d'ailleurs, je suis le seul, sans fausse modestie, depuis ce ministère jusqu'à aujourd'hui, qui a rendu autant de maisons que moi. Vous clore cette émission, appelez un terroriste frère, quelqu'un qui vous fait du mal à chaque fois. Est-ce que ça bien vis-à-vis de la population? Non, c'était une stratégie de président Félix. Sur ça, je pense que je vais le défendre. Parce qu'il est parti déjà avec une idée d'enterrer l'âge de guerre. Il se dit, les Rwandais nous ont fait du mal, la justice fera son travail. Mais moi, j'essaie de temporiser au maximum pour qu'on puisse voyager ensemble, dans le même train, qu'on partage les intérêts, de telle sorte qu'il n'y ait plus de guerre. Si on entre dans un cycle de paix, à ce moment-là, la justice fera son boulot. Parce que les fausses communes sont là, les massacres et les familles sont là qui vont témoigner. Donc tout est frais.
je pense que la démarche du président de la République n'était pas mauvaise. Il a voulu privilégier à tous les prix la paix. Mais Paul Kagame, c'est un ancien terroriste, c'est un ancien rebelle. C'est un terroriste. C'est pas quelqu'un, c'est pas un enfant de cœur. Donc, il a toujours ses intentions de venir occuper les Congos. Ces intentions qui sont... Il n'occupera jamais le Congo. Nous ne donnerons même pas un centimètre de notre territoire. Il entre aujourd'hui, nos enfants vont venir demain. Et de toutes les façons, nous éduquons nos enfants à aimer la patrie, la RDC, et à la défendre à tous les prix. Nous tous, nous éduquons nos enfants de cette manière-là. Donc ce qu'il lui fait aujourd'hui, ça va lui retomber demain. Et ce que nous voulons, nous, c'est d'avoir des relations de bon voisinage. Mais si eux, le Rwanda, l'Ouganda, sont tout le temps dans les complots pour venir nous malmener, on n'a pas le temps de développer notre pays parce qu'on doit tout le temps mener la guerre. Mais un jour, ils en paieront le prix. Ils en paieront le prix. Et nous prendrons la communauté internationale à témoin. Parce que ce genre d'émissions, ce sont des émissions preuves et témoins. Parce que la communauté internationale est au Congo avec 20 000 hommes depuis plus de 20 ans. Mais tous les jours à Béni, on éventre les femmes, on coupe la tête des enfants. La MONUC, ici c'est MONUSCO, mais ils font quoi au Congo? Ils font quoi au Congo? Alors, autant qu'ils partent, parce qu'ils sont incapables de régler ces problèmes. C'est une communauté internationale qui est pourrie pour moi, qui n'a d'international que de nom. Donc, nous devons nous-mêmes, le Congolais, nous prendre en charge. Moi, je suis en colère hein, contre les amorphes, contre toutes ces tueries qui nous rendent malades. Tous les jours, quand on regarde les images, on est mal dans notre peau. Parce que l'argent qu'on devrait affecter au développement pour construire des routes, des hôpitaux, des écoles, nous sommes obligés d'acheter des armes pour défendre nos territoires. Et chaque fois, c'est ça. Donc, il faut que cette situation s'arrête. Il faut que cette situation s'arrête. Merci beaucoup, M. Ilunga. Je rappelle que vous êtes ministre honoraire, Affaires foncières et aussi congolais de l'étranger, Affaires étrangères. Ouais. Merci d'avoir organisé cette émission. Au Sénat, vous êtes toujours fidèle, vous partagez et vous en parlez encore. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.